Je vous souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue à Samuel Loranchu, dont nous avons le plaisir de présenter le livre aujourd'hui, accompagné par Régine Ringwald et Ricardo Parvex, qui fait également partie de l'association. Donc je vous souhaite une agréable soirée. Présentation. Merci. Bonsoir. Eh bien, la présentation au nom de l'association est faite par notre première vice-présidente. et je voudrais remercier la présence de Régine, avec qui on se connaît depuis des trottes militantes depuis 30 ans, et de Samuel, qui il y a 30 ans était certainement pas né, mais qui nous fait le plaisir de présenter ce livre, qui est un grand ouvrage, et dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure. Un mot d'introduction, je dirais que ce livre est précieux pour au moins 3 raisons principales. La première, c'est qu'il aborde une partie de l'histoire du peuple chilien que jusqu'à maintenant a été largement occultée. Celle de la résistance à la dictature menée et en grande partie racontée par ses propres protagonistes, source utilisée magistralement par Samuel Loranchu. La deuxième raison, c'est que les protagonistes de cette histoire présentent 3 caractéristiques essentielles qui les rendent uniques et d'une rare efficacité. Ils sont des femmes. Pour une bonne partie, elles sont des religieuses et elles représentent le cœur d'une dynamique populaire extrêmement dangereuse pour la tyrannie. En conclusion, je dirais que cet ouvrage montre et démontre que révolution et foi chrétienne ne sont pas seulement pas incompatibles, mais qui peuvent être de nature à créer une synergie absolument transformatrice de la société latino-américaine. Que la capacité et que le pouvoir politique des femmes, largement escamoté par les machismes à tous les niveaux, partis politiques, administration, église, etc., représente une force dont on ne se rend pas compte, dont on se rend compte de plus en plus, notamment pendant les périodes de disette et de troubles et désarroi. Et en plus, je dirais, dernière phrase, c'est un livre extraordinairement amène, extraordinairement bien écrit, qui nous transporte à une époque et dans des quartiers que parfois on ne connaissait pas, et on a l'impression d'y être. Je pense que c'est un extraordinaire apport à l'histoire chilienne de ces dernières 50 années. Voilà, je laisse avec vous Régine, qui va témoigner de son travail dans ce même univers. Régine. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'exprime ce soir au nom de l'association Nous sommes aussi l'Église, dont je parlerai sous le sigle NSAE. Nous sommes aussi l'Église entend promouvoir une Église, espace de liberté pour la parole, la pensée et la recherche théologique. L'intérêt de notre association pour ce qui se passe au Chili s'est d'abord exprimé en 2015 en soutien au laïc d'Osorno, dans le sud du Chili. Il refusait l'installation de l'évêque nommé par Rome, Juan Barros, parce qu'il avait été proche d'un sinistre prédateur sexuel, Fernando Caradima, qui avait sévi pendant 40 ans à Santiago. Des laïcs qui s'opposent à une décision de la hiérarchie catholique, cela n'est pas banal. Mais leur combat s'est prolongé jusqu'à la visite du pape en janvier 2018, qui s'est terminée par un fiasco
et finalement par le retrait de Barros. Au printemps 2020, notre attention avait été attirée par l'annonce de la projection du film de Samuel « Au nom de tous mes frères » qui fut annulé pour cause de Covid. La source de ce magistral documentaire était la relation que faisait dans des cahiers d'écoliers une religieuse française, Nadine Loubet, dite Sœur Odile, de ce qu'elle avait vécu lors du coup d'État. Des cahiers qui n'avaient jamais été exploités depuis les événements. Le thème était du plus grand intérêt. Nos contacts avec Samuel sont partis de là. C'est alors que NSAE entre en jeu. Les projections publiques étant impossibles, nous avons entrepris de faire connaître le film par les voies numériques, participant ainsi à lancer la diffusion. Et nous avons décidé que l'intérêt que NSAE porte au film de Samuel devrait devenir une action soutenue sur la durée pour aider à promouvoir et à faire connaître le projet de Samuel et de Gaspard qui devait se matérialiser par le livre qui est présenté aujourd'hui, Des femmes contre Pinochet. La qualité du travail qui a conduit à réaliser le film, puis le livre, et les raisons qui sont à l'origine en font deux documents exceptionnels à plus d'un titre. Le travail des deux auteurs se trouve au point de rencontre de plusieurs de nos sujets d'intérêt ces dernières années. D'abord, il s'agit du Chili. Ce pays est souvent considéré comme un laboratoire politique. Tentative d'un changement profond de la structure sociale avec l'unité populaire et la réaction des pouvoirs économiques alliés aux États-Unis, instauration brutale d'un système totalement néolibéral à la suite de l'arrivée de Pinochet, une situation politique issue d'un pacte de transition apparemment stable et officiellement démocratique, mais qui garde les stigmates de la dictature. Ensuite, il s'agit de la lutte de femmes, religieuses et laïques, contre l'horreur des conséquences de la prise de pouvoir par l'armée. Or, la place des femmes, que ce soit dans l'Église catholique ou dans la société, est un de nos soucis permanents. Enfin, cela fait écho au combat en Argentine de sœur Alice Domont, qui fut victime d'une dictature semblable, celle de Videla. Sa sœur Annie fait partie de notre association et elle en porte témoignage. C'est donc une initiative collective qui implique plusieurs de nos groupes en diverses régions qui a suivi le projet au fil de son évolution. Le livre de Samuel, construit avec le concours de Gaspard, Des femmes contre Pinochet, dépasse nos espérances en ce qu'il se révèle au fil des pages comme une innovation. D'un récit présenté d'entrée comme étant rédigé selon le fil chronologique, on voit émerger un événement. Comment l'histoire, on dit parfois la grande histoire, est tellement présente dans la vie des gens. Leur quotidien, dans le contexte tragique de ce qu'a vécu, ou plutôt de ce que vit le Chili, traduit directement ce qui se passe au niveau politique. Or, des statistiques, des grands principes, des analyses politiques, donc sans regarder de trop loin les événements, on touche la dimension dramatique de la vie dans l'environnement d'une dictature tellement violente, tellement haineuse. Comme vous le dites, cher Samuel, cher Gaspard, qui n'est pas là aujourd'hui, dans vos dernières pages, c'est une façon inhabituelle, nouvelle, semble-t-il, de faire l'histoire, sous une forme très simple, sans emphase, sans recherche d'aucun effet d'éloquence. Cela frappe très fort. Cela ne se veut pas didactique, mais c'est bien mieux. Cela traverse l'armure que nous portons. Le sens que prend votre choix du fil chronologique
reflète ce qu'a vécu la sœur Odile. Son personnage se construit, évolue tout au long du récit. C'est tout ensemble l'histoire de son engagement depuis le sinistre 11 septembre et celle de sa souffrance, telle que vécue, telle qu'elle l'exprime le plus souvent elle-même, que vous rendez avec d'autant plus de force que vous évitez toute sensiblerie, toute grandiloquence. La souffrance qui touche à l'extrême sans qu'il soit besoin d'insister, ni d'expliquer, ce sont les événements qui s'en chargent. Sœur Odile a même eu la bonne idée de ne pas mourir en héroïne. Une vie donnée, c'est tout. Nous aurions pu nous attendre, et peut-être des lecteurs moins au fait de votre entreprise pourront-ils s'attendre à un texte en surplomb, plus distancié, plus savant. Mais non, vous savez admirablement vous effacer derrière votre récit. Vous présentez une histoire telle que vue et restituée par les innombrables témoignages que vous citez. Nous sommes avec les protagonistes, nous partageons ce qu'ils ont vécu. Mais rassurez-vous, votre âme est bien présente. C'est même le secret de votre livre. Dire sans avoir à dire, faire comprendre sans expliquer. On ne manquera pas d'être impressionné par l'immensité de votre travail de recherche qui se reflète dans les références données par vos notes au fil des pages. Et cela dit bien comment vous avez procédé. Combien d'entretiens, combien de recherches documentaires, quelle précision. Votre implication dans cette entreprise, votre engagement pour la cause sont sans concession. Il est important, presque un peu étonnant, que ce livre soit l'œuvre de deux très jeunes auteurs. L'espace de 2 générations les sépare du coup d'État. Ils posent un regard nouveau sur les événements qu'ils n'ont pas connus, mais qui restent présents à ceux qui s'en souviennent. Cette vision rénovée, non seulement ne contredit en rien nos souvenirs, au contraire, il leur donne une nouvelle profondeur. Samuel Laurent Psu et Gaspard Macassi-Thierry ont voulu faire apparaître le rôle méconnu des femmes dans la lutte contre la dictature, étant en effet cela manquait. Leur travail donne de la consistance à la place qu'elles occupent dans cette lutte pour la dignité humaine au Chili et ailleurs. Ce livre, Des femmes contre Pinochet, donne un relief nouveau au drame chilien. Merci. Merci Régine. Je propose la parole maintenant à Samuel. Samuel, après ta prestation, il y aura un moment pour des questions et pour des avis des gens qui sont dans la salle. Bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci Régine pour cette introduction. Merci Ricardo aussi donc, pour l'animation et l'association des ex-prisonniers politiques chiliens en France pour leur invitation aujourd'hui à la Maison de l'Amérique latine. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de présenter ce livre justement sous 2 de ses approches principales qui sont complémentaires et qui ont vécu et qui se sont connus main dans la main dans le Chili des années 70 et qui se retrouvent finalement encore aujourd'hui avec l'intérêt à la fois de la communauté chilienne en France qui retrouve, comme l'a mentionné Ricardo, à travers ce récit, une part de la construction historique difficile et de toutes les étapes qu'elle a dû traverser pour se matérialiser aujourd'hui. Et en même temps aussi l'inspiration donc d'une femme religieuse, puisque le livre dont je vais vous dire quelques mots maintenant est bien une sociobiographie, c'est-à-dire un récit qui commence par l'histoire d'une femme française, Nadine Loubet, originaire de la région de Toulouse, et qui a vécu la plus grande partie de sa vie au Chili, où elle est connue aujourd'hui majoritairement comme sœur Odile, et comme une religieuse résistante de la période de la dictature. Donc une des premières choses qui finalement me vient à l'esprit en parlant de sœur Odile,
souvent je préfère l'appeler comme ceci, puisque la plupart de ses amis que j'ai rencontrés au cours des dernières années l'appellent comme ça au Chili, la hermana Odile, donc je me suis habitué aussi à l'appeler sœur Odile. C'est son parcours de désobéissance, puisque si on reprend un peu l'historique, et c'est le pari qui est fait dans le livre, de son premier exil, c'est une femme française qui naît dans la région de Toulouse, comme je vous l'ai dit, et qui est la fille d'un militaire important et multidécoré de la Première Guerre mondiale, et qui va devenir ensuite un collaborateur important du régime de Vichy en France. Et c'est le jugement de son père à la Libération en 1945 qui va impliquer le départ de toute la famille vers l'Argentine, comme de nombreux anciens collaborateurs et anciens miliciens et pro-nazis en France, vers l'Amérique latine. Et Nadine Loubet, à cette époque une jeune femme d'une vingtaine d'années, à peu près comme moi aujourd'hui, elle est offerte à Dieu, comme le dit son père dans une lettre, pour le remercier de l'avoir bien conduit jusqu'en Amérique latine. Et c'est ainsi que Nadine prend l'habit religieux dans les années 50, et que petit à petit elle va découvrir la trajectoire classique d'une sœur dans la congrégation dominicaine, donc avant tout la prise d'habit, la profession de foi, et ensuite le travail d'enseignement dans des collèges, notamment à Montevideo, qui est un enseignement qui est en grande majorité destiné aux familles de l'élite et aux classes sociales supérieures. Mais il va y avoir un événement qui va véritablement bousculer toute sa vie et tout son engagement de foi, son engagement missionnaire, son engagement de femme aussi, c'est l'arrivée au Chili en 1964. Et l'arrivée au Chili, elle intervient dans une période qui est assez particulière, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan religieux. Sur le plan politique, parce que le Chili connaît beaucoup de transformations dans la période des années 60, et elle est aussi, le Chili est aussi touché par le moment 1968, et ensuite, à partir de 1970, par l'arrivée du socialisme sous une nouvelle forme, la voie chilienne vers le socialisme, et en même temps touchée en tant que religieuse par l'évolution de l'Église catholique, avec d'abord le Concile Vatican II et la conférence de Medellín en 1968, qui vont opérer un peu un renversement, où Nadine, comme elle l'écrit assez bien, elle raconte que finalement, elle ne s'intéresse plus véritablement à la pastorale telle qu'on lui a enseignée, mais elle décide de simplement vivre avec les gens. Et ce vivre avec les gens, ça va être la trajectoire de beaucoup de religieuses et de beaucoup de prêtres qui vont faire le choix de sortir petit à petit des collèges de leur congrégation, des couvents, des séminaires, pour aller découvrir finalement la réalité des classes populaires et suivre ce qu'on va appeler ensuite la théologie de la libération, et donc les nouvelles aspirations politiques et religieuses de cette partie de chrétiennes et chrétiens en Amérique latine. Et au Chili, ça va avoir un impact particulier, notamment autour des principales villes, des principales métropoles du pays, notamment donc à Santiago, dans la capitale, où une grande partie de ce clergé, femmes et hommes, s'installent dans les poblaciones, qui sont les quartiers périphériques qui entourent la capitale, et c'est à l'intérieur de ces quartiers que ce récit s'est construit, et c'est à l'intérieur de ces quartiers que la plupart des entretiens se sont déroulés, pour pouvoir s'imprégner aussi justement d'une mémoire qui n'est pas forcément prioritaire. Loin de moi l'idée de vouloir dire qu'il y a une hiérarchie, mais on se rend bien compte que certains secteurs évidemment de la société ont été plus entendus que d'autres, et on voit que cette église populaire, elle est souvent réduite à soit une sorte d'antithèse de l'église officielle, soit quand on s'intéresse de près véritablement aux personnages et aux pratiques, les seules personnes qui ressortent, ce sont toujours des personnages masculins, donc des prêtres, des curés, des évêques, des archevêques, des cardinaux, mais que les religieuses sont véritablement absentes de tout ce travail de récupération historique. Et donc c'était le premier constat que je me suis fait à moi-même au moment de la réalisation du documentaire dont Régine a parlé en 2019, Au nom de tous mes frères, que j'avais pu aussi diffuser ici d'ailleurs avec l'Association des anciens prisonniers politiques chiliens il y a quelques années. Et à partir de la réalisation de ce documentaire et d'un certain engouement au Chili, notamment donc dans ces secteurs chrétiens et des poblations de Santiago, j'ai vraiment voulu donc continuer cette enquête, à laquelle s'est joint mon collègue qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, Gaspard Marchetti-Thierry, qui m'a accompagné donc dans un travail de recherche et de documentation sur finalement où sont les religieuses dans l'histoire de la dictature au Chili, et surtout où sont les religieuses dans l'histoire de la résistance. Parce que c'est vraiment un des aspects qui m'a le plus intéressé à travers la figure d'Odile, c'est que c'est loin d'être une religieuse classique et ordinaire comme on pourrait parfois projeter cette image naïve et qui montre bien à quel point on méconnaît la réalité de ce que représentent les religieuses, notamment en Amérique latine. Puisque la sœur Odile, elle est à mon sens l'illustration, et c'est ce qu'on évoque dans l'introduction, donc l'illustration d'une triple désobéissance.
D'abord vis-à-vis évidemment de la dictature, puisqu'à partir du 11 septembre 1973, Nadine Loubet, sœur Odile, va faire le choix, malgré sa condition de Française qui lui aurait permis de quitter rapidement le pays, de considérer que son engagement à la fois en tant que femme et son engagement en tant que religieuse, c'est une obligation, un impératif éthique, un impératif de foi, que de rester au Chili pour continuer aux côtés des personnes qu'elle a côtoyées au cours des 10 dernières années qui précèdent le coup d'État, et de ne pas abandonner le peuple chilien à son sort. Et plus que ne pas abandonner, ça va être aussi participer à sa lutte. Et le livre revient donc en détail, à partir du 11 septembre 1973, sur un grand nombre d'opérations clandestines à laquelle sa sœur Odile a été liée, et montre aussi finalement comment de nombreux réseaux qui ont souvent été formés dans ces mêmes communautés chrétiennes, entre des personnes qui se connaissaient, des personnes qui avaient déjà des relations de confiance préétablies, et qui surtout avaient confiance dans les figures de l'Église, et à ce niveau-là encore plus dans les religieuses, qui sont le soutien à la fois émotionnel et humain le plus présent dans la vie des communautés chrétiennes. On se rend compte que de nombreuses histoires clandestines, parallèles de la période de la dictature, ressurgissent, et que les uniques dépositaires de ces mémoires, ce sont bien les femmes religieuses qui y ont participé. Et un des exemples qu'on pourrait citer et qui est raconté dans le livre, c'est par exemple l'évasion de 2 dirigeants historiques du MIR en 1975 qui, après avoir été découverts par la police politique de Pinochet, sont finalement, leur maison de sécurité est attaquée par les militaires, et 2 d'entre eux parviennent à s'échapper, Nelson Gutiérrez et Andrés Pascal Allende, qui sont les 2 à la direction du MIR. Et finalement, une course-poursuite est lancée évidemment par le régime pour les retrouver. Et les personnes qui vont les aider à se cacher et à trouver des lieux où abandonner leurs armes, ou changer leurs vêtements, ou panser leurs plaies, et ben, ce sont des couvents et des maisons religieuses. Et plusieurs religieuses vont notamment être expulsées après cet épisode en 1975. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est la meilleure amie d'Odile pendant toute cette période de la dictature, qui est aussi une religieuse, qui s'appelle Blanca Rengifo, une religieuse chilienne, et qui est connue finalement par les sœurs de sa congrégation que j'ai pu rencontrer comme la sœur Magdalena, la mère supérieure de l'amour miséricordieux, et qui est connue de l'autre côté par ses camarades du MIR comme une responsable de premier plan de l'organisation politique révolutionnaire. Et dans un texte de Nadine retrouvé dans les années 80, à la mort de Blanca Rengifo, on se rend compte que 2 parties de la vie de cette femme, de Blanca, se rejoignent, et que à la fois des femmes religieuses qui étaient connues par leurs sœurs seulement comme une compagnonne de foi, sont aussi des militantes révolutionnaires, et que pour des militants révolutionnaires qui avaient l'habitude de côtoyer une femme qu'ils appelaient camarade Blanca, ils se rendent compte que finalement il s'agissait d'une mère supérieure, d'une religieuse de congrégation. Et donc tous ces allers et retours entre à la fois la vie privée, la vie secrète de certaines religieuses, et leur engagement en faveur des persécutés à partir du coup d'État du 11 septembre 1973, ça offre vraiment une plongée dans une histoire du Chili qui n'est pas forcément celle sur laquelle est basée l'histoire officielle, en tout cas celle qui a été écrite au Chili après la récupération entre guillemets de la démocratie et de ce début de transition pactée avec les militaires. Et donc la désobéissance de sœur Odile se renforce aussi évidemment d'une désobéissance vis-à-vis du parcours paternel que j'ai évoqué en introduction, avec finalement cet éloignement progressif de ce pourquoi elle était arrivée en Amérique latine, c'est-à-dire arrivée au sein d'une famille catholique de droite, conservatrice, fille de militaire, qui va devenir une résistante antimilitariste au Chili. Et aussi une désobéissance à la fois religieuse et vis-à-vis de sa congrégation, puisque à partir de 1976, donc 3 ans après le coup d'État, la sœur Odile va être contrainte par ses sœurs de quitter le Chili, qui est devenu une terre de mission trop dangereuse, pour retourner en Argentine. Et à ce moment, sœur Odile a effectivement le choix entre, et un des chapitres d'ailleurs porte ce titre, partir ou rester, l'heure du choix. C'est un des dilemmes que se posent de nombreuses religieuses étrangères au Chili, c'est de savoir que faire maintenant que le danger est partout, que la répression est omniprésente. Est-ce que finalement les missions religieuses vont rester malgré ce contexte et malgré ces risques, ou quitter le pays? Et le choix de la congrégation dominicaine de Nadine, c'est de quitter le pays, et pour elle, la réponse, ça va être de s'éloigner de sa congrégation pour rester au Chili, toujours par cet impératif de foi. Et en 1983, ça ira même plus loin, puisqu'elle va être contrainte de renoncer à ses vœux perpétuels, et elle va être finalement exclue, de quelque manière, de la communauté de l'Église.
Et c'est justement un des aspects sur lesquels l'intérêt de Régine, de l'association Nous sommes aussi l'Église, s'est manifesté. C'est à la fois un intérêt évidemment préexistant pour le Chili et tout ce qu'il a représenté sur le plan historique, mais aussi un intérêt humain, à échelle humaine, et le récit en témoigne, de l'histoire de femmes qui, bien qu'appartenant à une certaine institution, avec des traditions et évidemment tout un climat autoritaire, vertical et patriarcal qui est celui de l'Église catholique, encore plus peut-être à certains épisodes que d'autres, mais pendant la dictature c'est particulièrement le cas, de femmes qui ont fait le choix de ne pas renoncer au premier idéal qui avait été le leur, c'est-à-dire l'idéal de défendre la vie, comme elles l'expriment à de nombreuses reprises dans leurs textes. Et la vie avec un grand V, c'est finalement une sorte d'idéal chrétien de solidarité, de sororité, de fraternité, et de lutte contre toute forme d'autoritarisme, et de lutte aussi contre, évidemment, les politiques et les conséquences de l'orientation néolibérale du Chili à partir de 1973 et du coup d'État. Et donc pour de nombreuses femmes, et notamment religieuses, un des intérêts aussi de porter une attention particulière à l'histoire de leur combat et des organisations qu'elles ont formées, c'est de se rendre compte que la résistance ne peut pas seulement être comprise comme finalement des grandes actions, des grands moments, des actes héroïques, mais qu'elle est aussi dans un quotidien de souffrance et de malheur partagés, que finalement dont la vie de Nadine témoigne assez bien, et aussi de nombreuses initiatives qui ont été prises pour essayer tout simplement d'aider à la survie des plus pauvres, qui sont pour ces chrétiens et pour ces chrétiennes engagés à gauche, qui sont les destinataires d'une option préférentielle à la fois politique et religieuse. Et donc, à ce moment, finalement, les religieuses vont aussi jouer un rôle particulièrement important dans ce qu'on appelle au Chili les ollas comunes, ou les comedores infantiles, les cantines pour enfants, les soupes populaires, au sein desquelles elles vont avoir vraiment un rôle de protagoniste pendant les 7 ans de dictature. Et on oublie souvent, parfois en se focalisant trop, souvent, comme je l'ai dit, sur des figures masculines, ou souvent sur des grandes actions, ou de grands discours, ou de grands moments, on oublie cette temporalité permanente et continue qui a été celle de la vie des populations pendant 17 ans, qui est marquée évidemment par la répression politique, mais aussi économique, et où les religieuses vont jouer un rôle de premier plan, parce que chaque semaine, c'est elles qui vont arpenter tous les marchés de Santiago pour rechercher des invendus, qui vont réunir les fonds pour acheter, pour construire, acheter des matériaux de construction, pour réparer certains de ces endroits, qui dans les années 70 sont des véritables bidonvilles. Et donc leur passion et leur dévouement, au Chili souvent en rencontrant des religieuses et en rencontrant des personnes qui ont travaillé avec les religieuses, on parle de leur entrega, leur don de soi, on pourrait dire quelque part, leur dévouement à cette cause. Et c'est un dévouement qui était resté véritablement invisible jusqu'à la découverte finalement, en tout cas à mon échelle, de 2 carnets en 2018 à Santiago, qui étaient donc les carnets de cette fameuse femme religieuse. Et quand j'en ai pris connaissance à l'Université de Santiago, j'ai tout de suite ressenti évidemment beaucoup d'émotions, puisqu'elle raconte dans ses carnets tout ce qu'elle a vécu à partir du 11 septembre 1973. Donc les détails évidemment des témoignages de son entourage qui racontent la violence, la répression, les tortures, c'est évidemment une lecture qui est très difficile. Et en même temps, il y a un témoignage, une source qui est assez folle quand on s'intéresse sur le plan de la recherche, parce qu'à partir de la perspective micro, à partir de l'histoire d'une femme, son témoignage, son histoire, son combat, sa lutte, ça a permis aussi de visibiliser de nombreuses autres femmes qui ont été à ses côtés pendant ces années. Et c'est véritablement l'objectif de ce livre, Des femmes contre Pinochet, d'éviter l'héroïsation, comme le précisait Régine, d'une seule femme contre la dictature, mais de faire en sorte que son témoignage, à travers le fil sociobiographique, permette de faire émerger d'autres témoignages parallèles qui donnent de la consistance et qui donnent du sens à cette résistance quotidienne, notamment donc, de femmes, à la fois vis-à-vis de leur propre église et vis-à-vis de la politique et des agents du régime de la dictature civilo-militaire au Chili entre 1973 et 1990. Et peut-être un dernier aspect pour terminer qui me semble important, c'est véritablement de montrer que l'Église au Chili a, en tout cas pendant la période de la dictature, a cette particularité qu'elle va être à la fois que la conférence épiscopale, donc finalement que les représentants de l'Église catholique au Chili, vont être
à la fois d'un côté très favorable au régime et prêts à aller jusqu'à donner leur bénédiction à la politique réactionnaire et aux violences de masse. Et d'un autre côté, il va y avoir aussi une partie du clergé qui va avoir un rôle beaucoup plus engagé dans la lutte directe contre la dictature. Et la coexistence de finalement ces deux mouvements qui se suivent pendant les 17 ans et dont un des moments où on l'observe avec le plus de force, c'est la visite de Jean-Paul II au Chili en 1987. Ces deux mouvements vont finalement créer un espace et une temporalité où de nombreuses femmes vont avoir l'impression, et des femmes mais aussi évidemment à ce niveau-là des hommes, du clergé, des chrétiennes et des chrétiens, des laïcs, d'avoir l'impression que cette période est aussi à l'associer à la construction du royaume de Dieu, c'est-à-dire à la matérialisation finalement de l'espérance à travers finalement ce quotidien de dévotion, de solidarité et de lutte. Et ce qui est assez paradoxal, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant ces dernières années, c'est que à la fois les nombreux entretiens que j'ai pu mener avec ces personnes ont évidemment fait ressortir de nombreuses souffrances, de nombreuses douleurs, de nombreux souvenirs traumatiques. Et en même temps, il y avait ce souvenir de cette joie. On faisait souvent référence à cette joie de vivre l'évangile au quotidien, de cette joie de vivre dans une église qui ressemblait et qui tentait, en tout cas à l'échelle des populations, de défendre un idéal commun, de lutte à la fois contre la hiérarchie, contre le régime et contre le néolibéralisme. Et finalement, le mélange de ces deux souvenirs, entre trauma de la dictature et espérance, que toutes ces histoires qu'on essaye, qu'une partie de ces histoires, une partie de ces histoires seulement évidemment est racontée dans le livre, mais que toutes ces trajectoires finalement d'hommes et de femmes au Chili ont laissé une image et une mémoire véritablement ineffaçables. Et aujourd'hui, on s'en rend assez bien compte en travaillant notamment dans les poblaciones à Santiago, où c'est assez fréquent qu'un personnage de religieuse intervienne, comme toujours un souvenir d'une femme qui était là. Et parfois, les personnes que j'ai rencontrées n'avaient rien à dire, mais seulement ils me disaient bah, « elle était là ». Et c'est vrai que c'est peut-être une expression qui résume assez bien leur position dans cette histoire. Elles étaient là, mais elles n'ont pas laissé de traces. Et jusqu'à présent, personne ne s'était intéressé véritablement à la mémoire qu'elles avaient pu laisser derrière elles. Et donc, ce livre, je l'espère, est une tentative d'ouvrir peut-être une nouvelle perspective de recherche et de considérer qu'effectivement, les femmes religieuses peuvent faire l'objet d'une étude à part entière et elles peuvent évidemment, même plus qu'elles peuvent, elles sont des témoins nécessaires pour la compréhension d'un grand nombre d'événements qui se sont déroulés au Chili pendant cette période. Donc voilà, j'imagine qu'ensuite on va pouvoir échanger plus longuement. Il y a plusieurs thèmes qui sont évidemment mélangés, mais donc avec plaisir pour avoir vos questions et retours. Merci. Samuel, je vais abuser de ma place d'animateur pour te demander de raconter, parce que c'est un chapitre très intéressant et presque rocambolesque, de l'histoire des cahiers d'Odile. Comment tu accèdes, qu'est-ce qui se passe avec eux, et du coup, je voudrais avoir une pensée pour notre camarade Michel Donapin, qui a joué un grand rôle dans cette histoire. Et on a ici présent sa compagne, Patricia. Et donc, je te demanderai de raconter cette histoire que je connais déjà, mais que je ne suis jamais complètement... je suis toujours prenant. C'est vrai que peut-être un des aspects aussi les plus fous de toute cette enquête, c'est que le point de départ, ça a véritablement été un hasard, puisque contrairement peut-être à la forme habituelle de travail, je n'ai pas décidé de m'intéresser personnellement à la question des religieuses, mais c'est à l'occasion d'un échange à Santiago qu'un de mes professeurs qui donnait un cours sur la théologie de la libération et qui a vu que j'étais particulièrement intéressé par son cours, m'a proposé à la fin de l'année 2018 de me prêter 2 carnets, dont évidemment
Au départ, j'avais aucune idée de ce qu'il pouvait contenir, en me disant, voilà, toi qui es français, au moins tu pourras me dire de quoi il traite. Et c'est la lecture que j'ai brièvement évoquée dans la présentation de ces carnets qui m'ont motivé à ce documentaire. Et lors de la toute première projection de ce film, dans un cadre privé à Paris en août 2019, s'approche un vieux monsieur que je ne connaissais pas encore à l'époque, Michel, qui me dit « Écoute jeune homme, ces carnets c'est moi qui les avais ». Et donc moi tout de suite, je lui ai dit « Écoutez monsieur, ça m'étonnerait, puisque je reviens juste du Chili avec les 2 carnets qui m'ont été remis par un professeur de l'université et qui m'a dit « Je suis sûr, les 2 carnets Clairefontaine, c'était à moi ». Et donc je me suis dit « Bon, c'est assez étonnant comme rencontre ». Et donc par la suite, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec ce fameux Michel et j'ai découvert toute une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Et la photo qui est là, vous pourrez la voir en sortant, est une des sources qui nous a permis de la reconstruire. En 1974, donc un an après le coup d'État, Sir Odile a décidé de faire sortir ces 2 carnets de France, puisque évidemment, s'ils tombaient entre les mains de la police militaire ou des services de renseignement, le fait qu'elle décrive abondamment un grand nombre de situations et de circonstances qu'elle a été amenée à vivre pouvait servir de preuve à charge contre elle ou contre ses proches. Et donc, à ce moment-là, un de ses amis, un prêtre aussi français, salésien, Michel Donabin, qui a été expulsé du Chili à ce moment, se voit confier les 2 carnets, mais sans jamais que Odile ne lui autorise expressément la lecture. Et Michel m'a ensuite donc raconté que pendant plusieurs années, il avait gardé ces carnets précieusement chez lui, mais qu'il ne s'était jamais autorisé à les parcourir et à les lire, et que lors d'un voyage de Sœur Odile en France dans les années 80, elle avait décidé de les récupérer pour pouvoir les ramener au Chili. On ne sait pas à ce moment-là quelle était son idée derrière la tête, mais en tout cas elle les a ramenés au Chili au milieu des années 80. Et en 1987, grâce à un autre texte d'Odile, elle raconte comment elle a été perquisitionnée à son domicile et que des militaires et des policiers en civil entrent chez elle, détruisent les fenêtres, le plafond, arrachent les lattes du plancher. Et parmi toutes les affaires qui se trouvent au milieu des affaires de Sœur Odile, ils décident de confisquer tout le matériel subversif. Et donc parmi ce qui est considéré comme le matériel subversif, il y a des affiches d'André Jarlan, un prêtre français qui a été assassiné au Chili en 1984. Il y a des affiches du FPMR, le Front Patriotique Manuel Rodríguez, qui est donc la branche armée du Parti communiste à partir du milieu des années 80. Et des affiches du mouvement contre la torture, Sébastien Acevedo, qui est un mouvement citoyen non violent qui a été formé à partir du début des années 80 et au sein duquel Nadine a beaucoup milité. Et se trouvaient aussi ces 2 fameux carnets. Et le spécialiste, comme Odile le raconte dans ses carnets, vérifie tout et il ouvre les carnets et il les balance par terre en disant « ça franchement, ça sert à rien, les mémoires d'une bonne sœur ». Là c'est moi qui interprète, mais les mémoires d'une bonne sœur, franchement, rien à foutre. Et en fait, le matériel le plus subversif qu'il y avait, c'était bien ces 2 carnets qui n'ont pas été embarqués et que Nadine a pu conserver. Et au début des années 2000, j'ai appris par ses amis qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer et que sa famille, qui était restée en Argentine, est venue au Chili la rechercher. Et une de ses proches amies a dit qu'il fallait conserver au moins quelque chose de Nadine, et ce quelque chose c'était les 2 carnets. Et elle les a conservés pendant des années, jusqu'à ce qu'un professeur de l'USACH, qui faisait sa thèse sur les communautés chrétiennes, la rencontre et se voit à son tour confier les carnets. Sauf que ce professeur, Esteban, qui est aussi l'historien qui intervient dans le documentaire que j'ai réalisé, ne parle pas français et n'avait pas les moyens de les faire traduire, d'abord de les retranscrire et de les faire traduire. Et donc c'est vraiment par une pure coïncidence qu'en me retrouvant dans son cours en échange universitaire pour une 3e année de licence, toute cette histoire a débuté et toute cette aventure a commencé par cette grande coïncidence qui a ensuite été doublée de cette nouvelle coïncidence avec Michel qui m'a permis de découvrir beaucoup mieux l'histoire de Nadine puisqu'il l'avait côtoyée au moment du coup d'État et puis pendant l'année 74 et de découvrir aussi l'histoire des carnets. Donc il y a un aspect presque mystique entre leur voyage entre le Chili et la France, le fait qu'ils aient été quasi perdus à 2 reprises, au moment où les militaires ont failli mettre la main dessus, et au moment où Nadine était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et à ce niveau-là, je trouve que les 2 fois où les carnets ont été perdus, ont failli être perdus, ça illustre bien cette précarité de la mémoire.
c'était soit les militaires qui allaient détruire cette preuve pour faire table rase de toute la réalité de ce qui s'était passé depuis 1973, soit c'était l'oubli qui était là à ce niveau, matérialisé par la maladie d'Alzheimer. Et donc finalement il y a eu deux grandes occasions pour que ces carnets se perdent, et aujourd'hui je suis très très heureux et franchement toujours aujourd'hui bouleversé d'avoir eu l'occasion de tomber sur cette source au Chili, puisque aujourd'hui finalement ces deux carnets sont à la base de tout ce travail. Et comme quoi, parfois, le hasard permet de grandes découvertes. Merci beaucoup, Samuel. Nos amis croyants diraient il y a un miracle là-dedans. Et on a eu la chance aussi que ces carnets tombent dans les mains de Samuel, qui est quelqu'un de délicat, intelligent, et qui s'est engagé pleinement dans ce travail de recherche que, à lire le livre, vous allez découvrir qui est d'une richesse et d'une acuité absolue. Voilà, donc il y a eu deux miracles qui se sont succédés pour que nous ayons la possibilité de connaître ce texte, qui à mon avis est un texte fondateur d'un certain type d'histoire. Merci. La parole est à la salle. Je suis étudiant à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Je travaille aussi sur le Chili. Merci. Oui, je disais que je suis étudiant à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, que j'étudie le Chili, mais je n'étudie pas la même période que toi. Et c'est vrai que quand on pense à des thèmes comme la dictature, comme le féminisme ou la résistance, on ne va pas forcément avoir à l'idée le travail des bonnes sœurs. Et du coup, je pense que ça vaut le coup de diffuser les connaissances que tu produis. Et merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Merci. Encore des interventions ou des questions? Moi, je peux te dire juste un petit mot. Je un micro. Vas-y, le micro pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement. Oui, c'est juste pour dire qu'en Uruguay aussi, il y a eu des bonnes sœurs qui ont œuvré. Enfin, c'est une époque où il y avait beaucoup de religieux qui étaient avec les révolutionnaires et avec le peuple surtout, et notamment deux bonnes sœurs qui ont été séquestrées par les militaires et jetées d'un avion et qui ont disparu comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'engagement de ce type-là et qui ont un peu mal fini. Voilà, c'est juste un L'Argentine. Ou l'Argentine. L'Argentine, oui. Enfin, pour moi, oui. Oui, effectivement, c'est ce qui a été évoqué aussi donc, par Régine en introduction. Et à ce sujet, c'est vrai que c'est aussi un des moments fondateurs de ce travail et d'une de ces prises de conscience. C'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure de toute cette recherche que finalement les religieuses les plus connues en Amérique latine, dans cette histoire de résistance et de lutte contre la dictature, c'est les deux qui ont été assassinés. Et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir présenter une histoire qui soit d'autres religieuses françaises aussi, d'une autre religieuse française entre autres, mais aussi des religieuses chiliennes, argentines, uruguayennes, québécoises, espagnoles, qui n'ont pas été assassinés et qui ont réussi aussi finalement qui ont réussi, je ne sais pas, mais qui ont participé à ce combat. Et le fait de pouvoir les rendre visibles, ça permet d'une certaine manière d'égaliser un peu cette grande tendance qui était finalement, c'est vrai, de voir en premier les deux religieuses qui ont été assassinées. En Amérique centrale aussi, il y en a eu plusieurs comme Ita Ford qui ont été assassinées au moment des contextes des dictatures plus tardives des années 80 et 90. Et c'est vrai que leur nom avait été plus souvent retenu par la fin tragique. Et aujourd'hui,
finalement la possibilité de croiser ces témoignages avec d'autres montre que vraiment le terrain de recherche est propice et qu'il y a évidemment, je pense, au Chili, en Argentine et dans plusieurs autres pays latino-américains, la possibilité de découvrir encore de nombreux témoignages invisibles comme celui d'Odile jusqu'à il y a quelques années. Oui, au fond, et puis après, madame. Oui, bonsoir. J'aurais aimé avoir quelques précisions sur justement, vous avez cité la venue de Jean-Paul II, je crois que c'est en 86 ou en 88 87. 87, voilà. Si je pouvais avoir quelques précisions sur ce qu'il a pu dire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la visite de Jean-Paul II, ça a été un moment qui a été très attendu au Chili, des deux côtés, parce que pour Pinochet, dans une période de crise, c'était l'occasion finalement de redorer son image et de profiter de la visite de Jean-Paul II pour mettre en avant les racines chrétiennes et catholiques de son régime. Et de l'autre côté, pour l'opposition, le fait qu'il y ait un pape qui vienne au Chili, qui était connu, en tout cas dans le monde occidental, pour la défense des droits humains et les dénonciations des crimes, notamment dans les pays du bloc soviétique, c'était l'espérance qu'il y allait avoir une condamnation ferme et officielle de la réalité du Chili depuis 14 ans, puisqu'au moment de la visite de Jean-Paul II en 1987, ça fait déjà de nombreuses années que la dictature est installée et que Pinochet gouverne seul au Chili. Et donc, ce moment, il va cristalliser beaucoup de tensions. Et le premier élément et le premier moment qui va être un peu révélateur finalement du désespoir de nombreuses femmes comme Odile et ses compagnes, c'est quand Jean-Paul II va apparaître au balcon du palais de la Moneda, qui est le palais de la présidence chilienne, le palais qui avait été bombardé en 1973 au moment de la mort du président Allende, aux côtés de Pinochet et saluant la foule au balcon, paraissant donc légitimer la scène. D'autres sources et d'autres photographies ont même permis de savoir qu'à l'intérieur de la Moneda, il y a eu une messe de Jean-Paul II directement pour Pinochet, sa famille et des hauts gradés du régime. Et le moment ensuite qui finalement va rester, qui sert de clôture au documentaire et qu'on évoque aussi dans le livre des femmes contre Pinochet, c'est le discours que justement les pobladoras et pobladores, donc ces personnes des périphéries, allaient pouvoir finalement, lors d'une rencontre organisée dans un des plus grands parcs de Santiago, s'exprimer et lire des discours au pape. Et ces discours devaient être préalablement envoyés au nonce apostolique, donc la plus haute autorité finalement du Vatican au Chili, qui a largement censuré les discours qui étaient prévus. Mais une des femmes que j'ai eu la chance de rencontrer, Luisa Riveros, qui est une des pobladoras qui a parlé avec le pape, a décidé que le moment n'était pas venu pour se taire, mais plutôt pour dénoncer haut et fort la situation. Elle a caché le discours original dans son soutien-gorge, et arrivée aux côtés du pape, elle a lu le discours original qui dénonce évidemment la dictature, les abus de la police et l'orientation du régime. Et suite à ça, il va y avoir un gros moment de confusion dans ce grand parc qui va donner lieu à des charges policières, des canons à eau, des gaz lacrymogènes. Et au milieu de ce grand désastre et finalement de toute cette violence, on voit sur les images d'archives le pape Jean-Paul II qui dit « l'amour est le plus grand » et qui continue sa messe un peu comme si de rien n'était au milieu des gaz et des combats. Et donc ça va laisser quand même un goût très amer pour de nombreuses chrétiennes et de chrétiens engagés dans la lutte contre la dictature, de voir que la visite du pape n'a pas du tout été ce qui était attendu. Évidemment, quand on regarde aujourd'hui avec le recul historique, on peut se rendre compte que évidemment le message politique de l'Église à partir de l'arrivée de Jean-Paul II à la fin des années 70 au pontificat, c'est pas du tout sympathique ni à la théologie de la libération, ni à l'engagement social des évêques. Mais c'est vrai qu'au Chili, ça reste un moment assez dur, et une de religieuses que j'ai rencontrée, Maria Inès, une des sœurs avec qui j'ai gardé des contacts fréquents, elle me disait toujours le désastre Jean-Paul II, et elle, le jour où il est venu faire son discours, elle savait à l'avance à quoi s'attendre, et donc à chaque fois qu'il prononçait le mot de pauvre, de justice ou de solidarité, elle le huait de toutes ses forces du bas de l'estrade. Donc voilà, il y avait aussi des religieuses avec des grosses voix pour parasiter les discours de l'Église qui ne leur correspondaient pas. Au fond, oui. Oui, bonjour, bonsoir, merci beaucoup et bravo. Moi j'avais plus une question sur ton travail d'historien, en fait, comment tu es passé d'un travail centré autour de Sœur Odile à l'élargir
voilà, on est passé d'une femme contre Pinochet à des femmes contre Pinochet. Et donc en fait, bon, j'imagine que beaucoup de réponses sont dans le livre, qui me tarde de lire, mais voilà, comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que ce sont aussi des archives ou est-ce qu'il y a des sœurs qui sont encore vivantes aujourd'hui? Voilà, comment tout ça a cheminé en toi? Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est une très bonne question, parce que le premier le documentaire, c'était uniquement centré sur l'histoire d'une femme. Le premier élément sur lequel moi j'ai vraiment voulu travailler, évidemment, c'est la question de l'histoire orale, et c'est donc de passer beaucoup de temps avec de nombreuses religieuses pour essayer de m'imprégner au mieux de leurs souvenirs et de ce qu'elles avaient vécu et construire le récit. Non pas en faisant intervenir des témoignages comme parfois ça arrive dans certaines manières d'écrire l'histoire, mais comme un peu gage de ce qu'on avance, de faire confirmer, mais plutôt de partir des témoignages pour essayer de trouver d'autres sources qui allaient pouvoir confirmer les dires de ce que ces personnes ont vécu. Et donc après, le travail, ça a été surtout de la triangulation, c'est-à-dire de repérer à la fois des chronologies, et à partir de là, de voir où dans les archives des religieuses pouvaient apparaître. Donc c'est notamment les archives de l'Église, où finalement il y a eu une grande partie de témoignages qui ont pu être confirmés par des rapports de l'Église qui font référence parfois à une sœur française, Loubet, parfois à sœur Pau, parfois à d'autres. C'est aussi les archives d'autres personnes qui ont écrit à l'époque, par exemple l'ambassadrice de France à Santiago, Françoise de Menton, qui a accueilli au sein de l'ambassade et de la résidence des ambassadeurs de nombreux Chiliens et Chiliennes. Elle écrivait aussi des carnets après le coup d'État, et dans ces carnets, elle parle de la sœur O. Et elle parle de la sœur O comme une des personnes justement de ce réseau clandestin qui vient à l'ambassade pour savoir comment faire passer des gens, comment les aider à escalader, à quelle heure, par quel mur. Donc des témoignages écrits, les témoignages évidemment de tout ce que Nadine a écrit elle-même, donc les carnets et puis tous ces textes qui suivent, et aussi des archives audiovisuelles, photographiques, des archives du Musée de la Mémoire et des Droits Humains, des archives d'ONG chrétiennes qui ont travaillé au Chili, des archives audiovisuelles de la télévision aussi, de la télévision suisse notamment, ou de la télévision est-allemande. On produit pas mal de reportages au Chili dans les années 70. Et après, finalement, ce qui a été le coup de pouce un peu dans tout ça, c'est qu'en fait ces femmes, elles se connaissent toutes assez bien, et que le fait de commencer le travail avec une, ça amène toujours à rencontrer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et aujourd'hui finalement c'est vrai qu'un grand nombre des témoignages qui sont racontés dans le livre, c'est des femmes avec qui je suis assez souvent en contact, on a un groupe WhatsApp, etc., où je les tiens informés de l'évolution de ce projet, et donc voilà, pour essayer de répondre le plus clairement à la question, c'est vraiment, je pense, le plus important pour moi, c'était d'essayer de rester au maximum fidèle à ce qu'elles avaient vécu, et de montrer en même temps que c'est possible de construire un récit en donnant la parole à des gens, sans que le récit soit automatiquement déconsidéré, comme si le fait de faire intervenir des personnes humaines, c'était quelque chose de négatif. Ça paraît un peu caricatural comme ça, mais parfois, dans le monde académique, avec certaines personnes, il y a vraiment une réticence méthodologique aux entretiens, parce qu'on a souvent tendance à dire que ouais, mais au bout d'un certain âge, ils ne se rappellent plus trop, et puis ils extrapolent, et puis ils confondent. Et c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là. Mais en fait, le travail de triangulation, en regardant dans la presse pour essayer de retrouver des dates, en comparant les textes de Nadine avec les entretiens faits avec d'autres religieuses, petit à petit, ça a permis de construire une trame narrative qui relaie suffisamment d'épisodes, et donc tous les épisodes qui sont racontés dans le livre, c'est des épisodes où les sources sont croisées, et d'ailleurs elles apparaissent dans les notes au fur et à mesure, et les épisodes qui n'ont pas pu être totalement recoupés sont restés en dehors. Il y en a un qui me semble vraiment peut-être qui témoigne aussi de cet aspect précaire de la mémoire que j'ai évoqué juste avant. C'est que la première rencontre de Nadine avec la violence de la dictature au Chili, c'est le jeudi 13 septembre, donc 2 jours après le coup d'État, où il y a des voisins qui toquent à sa fenêtre la nuit, après l'heure de couvre-feu, et qui portent avec eux un homme brésilien qui est blessé par balle. Et dans ses carnets, Nadine elle raconte comment finalement cet homme arrive tout ensanglanté, avec plusieurs balles dans le corps, comment il crie et gémit, et comment elle essaye de le cacher en fait dans la partie la plus reculée de la maison, et d'essayer de soigner ses plaies. Et là, ça a été la première source, c'était d'avoir ce récit.
Et pendant des années, j'ai cherché à reconstituer plus longuement, à retrouver ce témoignage quelque part. C'était impossible. Et finalement, par hasard, 4 ans après avoir lu les carnets, je suis tombé sur un article qui parlait des Brésiliens qui avaient été exécutés au Chili après le coup d'État. Et parmi les Brésiliens, il y en avait un qui avait été jeté dans le fleuve Mapocho, qui est le fleuve qui traverse la capitale, d'où cet homme avait été récupéré, justement ensanglanté après être tombé dans le fleuve. Et toute l'enquête a permis de retrouver ce même homme qui vit aujourd'hui en Europe, et avec qui j'ai eu l'occasion d'écrire une lettre que j'ai fait traduire en portugais. Et lui m'a répondu après, par mail, en me disant voilà, je vous réponds juste parce que je suis épaté que vous ayez réussi à me retrouver jusqu'à mon lieu d'exil, que malheureusement je ne peux pas révéler, parce que justement, la suite du mail, c'était de dire toute cette période de ma vie, c'est des souvenirs qui sont aujourd'hui trop douloureux et qui appartiennent à mon histoire personnelle et familiale et sur laquelle je ne souhaite pas revenir. Et donc, ce qui a été aussi assez fou, c'est que j'ai pu rencontrer des gens au Chili qui me disaient ouais, je me rappelle du jeune Brésilien qu'ils ont sorti, et en même temps, moi, 50 ans après les faits, d'envoyer un mail en portugais à ce même mec en lui disant voilà, moi je crois que, je suis presque sûr que le livre sur lequel je travaille et que le film que j'ai fait raconte l'histoire de la femme qui vous a sauvé la vie. Et malheureusement, ça n'a pas été un argument suffisant pour ouvrir cette page de sa mémoire et de ses souvenirs. Évidemment, j'ai pas du tout cherché à forcer ou à le convaincre, parce que c'est pas mon rôle et ce serait déplacé. Mais finalement, toute cette enquête montre les possibilités qu'il y a à travers vraiment ce travail des différentes sources de reconstruire l'histoire. Et surtout, à ce niveau-là, quelque chose d'autre qui me paraît important dans le contexte du Chili aujourd'hui, c'est de dire que si il a été possible, dans le cadre d'un travail mené finalement à une échelle assez réduite, sans financement, sans tout ça, de retrouver des personnes comme ce fameux exilé réfugié brésilien, quand les gouvernements, et notamment le gouvernement chilien, prétend ou annonce, ou que des figures importantes au Chili annoncent que de retrouver les disparus c'est impossible, qu'il n'y a aucune chance, que c'est trop lointain, ou qu'il n'y a pas les moyens, bah, on voit à quel point tout ça, ça repose aussi sur quand même un grand mensonge, puisque même si évidemment tous les disparus, j'imagine, ne peuvent pas être retrouvés, l'histoire de ce Brésilien qui est racontée dans le livre montre qu'il est quand même possible, avec un petit peu d'entrega, cette fois à la recherche, de retrouver des témoignages qui avaient disparu, et de faire émerger finalement plein de mémoires soit clandestines, soit de mémoires qui étaient carrément interdites jusque-là. Samuel, je te félicite une nouvelle fois. Voilà, je l'avais déjà fait dans le cadre d'un séminaire de recherche où tu avais présenté ton travail qui est excellent. Et la recherche, c'est aussi l'enquête policière. Ce ne sont pas simplement les archives. Et tu le fais magistralement. Ce que je voulais te demander, c'est en ce qui concerne la famille de Sœur Odile, cette famille qui part en Argentine. Dans notre séminaire, tu avais évoqué le fait que le père avait donné, entre guillemets, ses 2 filles à l'église. Je voudrais savoir comment ce qu'il est advenu de l'autre sœur, c'est-à-dire si elle a eu un chemin comparable ou si elle est restée dans le cadre, disons, classique d'une sœur en Argentine. Et deuxièmement, comment a été perçu, parce que tu es allé donc en Argentine, comment a été perçu finalement le cheminement de leur sœur ou de leur fille, ou enfin bon, pour la famille, quelle a été la réception après, quand ils se sont rendus compte de l'engagement politique citoyen de cette personne, d'une famille qui était quand même très à droite. Oui, c'est vrai, c'est justement un aspect que j'avais envie un peu d'explorer, mais ça n'a pas été évident, puisque aujourd'hui, des frères et sœurs de Nadine,
il ne reste plus personne de la fratrie. La seule personne avec qui j'ai eu l'occasion de rentrer en contact, et c'est vrai que c'est bien de mentionner de l'enquête policière, c'est parce qu'en fait, en cherchant les lieux où avait été enterrée Nadine, j'ai appelé la mairie qui m'a donné le numéro WhatsApp de l'employé municipal du cimetière. Donc j'ai appelé l'employé du cimetière et je lui ai dit, vous devez avoir certainement une tombe qui porte le nom Loubet, c'est une famille de Français, avec des noms français. Et il m'a dit, oui, je vais regarder, et il m'a envoyé des photos de la tombe, et il m'a envoyé le certificat de décès. Et sur le certificat de décès, il y avait une adresse au crayon à papier, et donc moi j'ai envoyé un courrier à cette adresse, en disant, voilà, je ne sais pas si c'est la famille Loubet ou pas, mais voilà, si ça s'adresse bien à la famille Loubet, voilà ce que je fais, voilà où est-ce qu'on en est. Et la belle-sœur m'a répondu, donc la femme du petit frère de Nadine, en me disant oui, j'ai très bien connu Nadine, je suis très content de savoir que vous vous intéressez à l'histoire de ma belle-sœur, etc. Donc on a pris contact. Mais la barrière et le frein quand même que j'ai senti dans la relation avec la famille, c'est que j'ai eu l'impression que pour une partie, en tout cas, de la famille, donc je parle notamment de cette femme et de son fils, qui sont les deux avec qui j'ai le plus communiqué, ce travail allait aussi venir réhabiliter la mémoire du père, qui, dans ses écrits, prétend évidemment que ses responsabilités au sein du régime de Vichy n'ont été acceptées que dans un but de défendre les Français, et que, enfin voilà, le discours pour ce discours de paix assez classique, sur lequel malheureusement il y a assez peu de possibilités, à moins peut-être d'une enquête, mais qui cette fois remonte à qui est plus lointaine, les années 40, donc un peu plus difficile à confirmer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son père était bien un responsable connu dans la région, parce qu'il y a des affiches dans les archives à Toulouse qui témoignent de discours qu'il faisait avec la Légion française des combattants. Il était directeur des chantiers de la jeunesse nationale, donc il a eu des responsabilités importantes au sein du régime de Vichy. Donc le fait que tout ce parcours familial soit resté un peu comme un tabou, puisque de ce que j'ai su au Chili, c'est que Nadine, elle en parlait très peu de l'histoire de sa famille. J'ai senti à plusieurs reprises cette envie de la part de la famille, en tout cas cette espérance que le livre allait chercher un peu à le réhabiliter. Évidemment, c'est pas du tout le cas. D'abord puisque le livre ne parle pas pas en détail, il est introduit effectivement sur l'histoire de la famille, mais pas en détail sur l'histoire du père. Et pour répondre à ta question sur la sœur, donc la sœur Marinette Loubet a elle aussi donc rejoint la congrégation dominicaine de Sainte-Catherine de Sienne. Elle a eu un parcours, si on peut l'appeler un peu plus classique, mais qui a été marqué par un engagement missionnaire au Sénégal pendant de nombreuses années, et sur lesquelles du coup j'ai assez peu d'informations à part des photos qu'on m'a transmises. Donc je ne sais pas sur le plan de son engagement politique, social, religieux, si elle a connu aussi un éloignement un peu de la congrégation, mais je sais qu'en tout cas quand elle est décédée à peu près au même moment que Nadine dans les années 2010, elle est décédée dans une maison de la congrégation, et donc elle pour le coup avait gardé des liens jusqu'au bout avec les sœurs en Argentine. Donc la relation avec la famille, et voilà, d'ailleurs pour vous raconter le fin mot de l'histoire, quand je suis allé à Lobos au début d'année 2023, c'était donc pour aller au cimetière déposer des fleurs au nom de toutes les amies d'Odile, qui évidemment ont aussi cette culpabilité de ne avoir jamais su où elle était enterrée, de jamais s'y être rendue. Et j'avais rendez-vous avec la famille l'après-midi, et ils m'avaient tout confirmé la veille, et personne n'est venu. J'ai attendu 4 heures et personne n'est venu. Donc je pense que ça montre aussi le fait que, voilà, pour la famille, le fait que je me sois plongé aussi intensément dans cette histoire, ça aussi soulève beaucoup de questions qui ne sont pas forcément évidentes finalement qui ne sont pas évidentes à gérer. Et donc j'ai pas eu plus de nouvelles depuis, mais dès que le livre est traduit en espagnol, je leur enverrai bien sûr un exemplaire. C'est ce que je voulais te dire, voilà. Et te féliciter, puisque le livre est traduit en espagnol aux éditions L'Homme, et que te féliciter aussi parce que le livre est traduit en espagnol, et va être traduit et publié chez les éditeurs L'Homme. Oui. Et ce qui va être intéressant, c'est l'impact après de cette lecture dans le public chilien. Bien sûr, c'est sûr. Attendu avec beaucoup d'impatience. Bien sûr. Oui, je reprends, parce que je reprends cette idée. Je pense que l'importance que la publication de ce livre peut avoir au Chili est très grande. Et je pense qu'il faudrait faire beaucoup de battage, excusez-moi le terme, autour de la sortie de ce livre au moment où il aura le lancement, parce que les Chiliens du milieu populaire sont les premiers concernés et les acteurs de cette histoire. Voilà.
s'il y a d'autres questions, oui. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il sera publié? Plus fort, on n'entend pas. Est-ce quand il sera publié? Alors, pas encore. La traduction, elle devrait commencer dans l'année 2024. Donc la publication, soit pour la fin de l'année 2024, soit pour le début 2025. Mais en tout cas, tout est fait pour accélérer le processus au maximum, effectivement le rendre disponible au Chili. Notamment, en plus, avec le contexte particulier de cette année des 50 ans, c'est aussi forcément du coup l'objet d'une nouvelle attention pour plein d'histoires voilà, marginales, et le fait d'avoir rouvert une partie de toute cette conscience collective à travers le biais de la mémoire, c'est en tout cas l'occasion de faire émerger aussi la figure d'Odile, donc j'espère que ce sera le plus vite possible. Et juste, pardon, est-ce que ces carnets vont être traduits aussi? Alors les carnets sont écrits en français justement. Donc, oui, non, mais traduits en espagnol. Et voilà, l'autre projet, c'est finalement il va être postérieur à celui du livre, ce serait effectivement de rendre disponibles ces carnets à la fois en France et au Chili, où finalement de toute façon toutes les affaires qui appartiennent à Sœur Odile seront ensuite données certainement donc, au musée de la mémoire et de droit humain à Santiago, dans le cadre d'une exposition, puis ensuite d'une archive que j'espère pouvoir contribuer à élargir à d'autres religieuses, pour que justement à l'avenir, des chercheuses, des chercheurs, des cinéastes, des étudiantes et des étudiants qui s'intéressent à cette question puissent facilement avoir accès à des sources qui proviennent de l'histoire de ces femmes religieuses, parce que jusqu'à présent, pour les trouver, ça a été assez compliqué, donc j'espère pouvoir faciliter le travail pour la suite. Bien. Ok, Samuel, maintenant que j'imagine que tu deviens un spécialiste, un chercheur de notre histoire des religions en Amérique latine, ma question c'est, est-ce que tu penses que cette période que tu as bien connue d'engagement de cette sœur et d'autres communautés de base qu'on a connues, il pourrait revenir ou non, ou c'est déjà mort? Et l'autre chose c'est, est-ce que tu t'es aperçu la force qu'il a l'évangélisme au Chili, en Amérique latine, chez les pauvres, hein? Bah, tout à fait, c'est vrai que cet impact-là, c'est quelque chose dont on se rend quand même assez vite compte en travaillant notamment effectivement dans les populations, puisque très vite on se rend compte que souvent dans les paroisses évangéliques, il y a beaucoup plus d'assistance et beaucoup plus de monde réuni que pour les quelques messes qui sont organisées par la communauté chrétienne et par les anciennes et anciens intégrants de cette histoire. Donc le phénomène un peu de concurrence religieuse, qui a aussi évidemment été soutenu et financé par les États-Unis, qui ont quand même, et c'est important de le rappeler, largement investi dans l'évangélisme militant pour contrer la théologie de la libération et pour contrer les témoignages de vie de femmes comme Odile qui réussissaient efficacement à lier leur trajectoire de vie religieuse et de foi avec des engagements politiques. C'est vrai que l'évangélisme a, en tout cas, j'ai pu le constater au Chili, dans divers endroits, notamment donc dans ces milieux-là. Après, pour répondre à la première question sur est-ce que ça peut revenir, je pense que c'est vraiment une question trop... je sais pas, franchement, je sais pas. D'un côté, quand je vois la ferveur avec laquelle ces femmes continuent d'entretenir ces mémoires et continuent d'animer des ateliers, continuent d'aller préparer des ateliers bibliques, continue d'aller parler de l'espoir et de la foi aux jeunes, je me dis que oui, il y a une transmission. Et d'un autre côté, c'est vrai que quand on voit la situation politique actuelle au Chili, on a quand même l'impression que cette église, comme la plupart des personnes que j'ai rencontrées l'appellent la Iglesia Liberadora, cette église de la libération, elle n'a plus vraiment le poids même symbolique qu'elle avait pu avoir pendant la période de la dictature, et qu'aujourd'hui, la question de foi et de militantisme est peut-être mieux comprise dans certains milieux, mais je ne pense pas que ça implique véritablement une étendue de ces pratiques-là comme ça a pu être le cas à l'époque.
Donc en tant que mouvement, je pense pas. Par contre, ce dont je peux témoigner, c'est qu'aujourd'hui encore, la plupart de ces femmes, elles continuent d'être évidemment inspirées par cette époque, par tout ce qu'elles ont vécu, et que donc, quelque part, cette histoire-là, elle continue de vivre avec elles. Une justement de mes interrogations aussi, et de mon envie de traduire le livre au plus vite au Chili, c'est aussi de répondre à cette question et de savoir qu'une fois que ces femmes qui sont dépositaires de cette histoire de résistance ne seront plus là, puisque la plupart, elles ont aujourd'hui plus de 80, 85, 90 ans. Qu'est-ce qui restera de tout ça, et est-ce que les communautés chrétiennes auront fait le travail suffisant pour que finalement, pas au moment des 50 ans du coup d'État, mais au moment des 100 ans, il y ait peut-être voilà, de nouvelles générations qui soient encore imprégnées de ça. Mais c'est vrai que c'est assez dur de répondre à la question quand on voit déjà que autour de la question de la Constitution, c'est tout un combat. Alors pour cette question en plus de l'Église, quand on rajoute la foi et le catholicisme derrière, c'est sûr que c'est complexe. Je voudrais juste ajouter une réflexion personnelle. Quand on lit des livres comme ça et des témoignages de gens comme Odile, et on a envie de croire, on a envie d'être optimiste malgré la réalité actuelle. Et moi je crois que l'histoire a des cycles et qu'il y a des cycles où on passe par des périodes sombres. Actuellement, c'est le cas. Et il y a des cycles où l'espoir renaît, où il y a de nouvelles espérances, où il y a de nouveaux mouvements, il y a des acteurs qui sont renouvelés et que rien n'est refusé, rien ne nous sera refusé, pas à nous, mais à nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Je pense que cette possibilité d'un changement est toujours là, même si elle n'est pas dans nos poches. D'autres interventions, d'autres questions? Est-ce qu'on peut encore voir le documentaire quelque part? Oui, si vous voulez, je peux vous le partager. Après, il est diffusé effectivement, au Chili, il est diffusé sur la plateforme du Musée de la Mémoire et des Droits Humains. Et en France, il est là, pour l'instant, il est disponible jusqu'à la fin de l'année 2023 sur plateforme du Jour du Seigneur, où il y a aussi accès au film. Donc en espagnol, Musée de la Mémoire, et en français sur... Comment ça s'appelle? Au nom de tous mes frères. Parce qu'il a été projeté au mois de septembre, au moment de toutes les commémorations que Tout à fait. autour de lui. Et malheureusement, je n'ai pas pu le voir à ce moment-là. Oui, la parole est toujours ouverte. Une question. Oui. Les documentaires, il a été traduit en espagnol, donc il a été présenté. Est-ce qu'il a eu un impact quelconque, qu'il y a eu des réactions de l'Église en général et pas seulement dans les quartiers? Alors oui, c'est une bonne question aussi. Le premier lancement officiel en fait post-pandémie du film au Chili, ça a été en septembre 2022 au Musée de la Mémoire et des Droits Humains, où il y a eu un très bon accueil, et surtout j'ai été très très heureux parce que finalement le débat par la suite a été assuré en fait par 4 des amis d'Odile que j'avais invité justement pour participer à cet échange et à ce moment de transmission aussi avec le public, puisqu'elle racontait à la fois l'histoire du Chili mais aussi l'histoire d'une amie proche. Et donc le film a été ensuite diffusé à plusieurs reprises, notamment aussi un autre moment particulièrement émouvant, c'est dans la maison justement des pères français Pierre Dubois et André Jarlan, dans la Población de la Victoria, où finalement il reste encore les traces de l'assassinat du prêtre français André Jarlan. La chambre a été laissée telle quelle, on voit encore l'impact de la balle qu'il a tué sur les parois. Et donc le fait de présenter le film dans cet endroit-là, ça a aussi été un moment qui a été symboliquement très fort avec la communauté de la Victoria et avec les 3 sœurs de la communauté de la Victoria, de la Población de la Victoria, dans le sud de Santiago. Et par rapport aux réactions de l'Église, la seule que j'ai eue, ça n'a pas été une réaction
réaction très très positive, puisque j'ai appris 3 mois après cette avant-première au musée de la mémoire qu'un avocat important du vicariat de la solidarité, donc de l'instance de l'Église catholique qui servait de lieu de refuge et de défense juridique pour les personnes persécutées sous la dictature de Pinochet, avait envoyé une lettre au directeur intérimaire du musée de la mémoire pour se plaindre de la projection du film et de mon invitation, qui selon lui était une insulte à la mémoire du cardinal Raúl Silva Enríquez et qui était une manipulation historique, puisque selon ces termes, finalement, le fait de montrer qu'une partie de l'Église n'a pas suivi docilement et ne s'est pas laissé imposer de manière totalement verticale certaines des directives de la hiérarchie de l'Église qui est habituellement saluée, ça a été assez difficile pour certaines personnes. Donc j'ai appris qu'il y a eu quand même cette lettre qui a circulé. Tout le monde était au courant sauf moi, parce qu'au bout d'un moment des entretiens, les gens me disaient « Ah mais t'as vu ?» Je disais « Mais franchement c'est quoi cette histoire ?» Et donc j'ai découvert par la suite qu'effectivement il y avait eu cette plainte d'un personnage important de l'Église, mais c'est la seule que j'ai reçue, et finalement je suis assez content, et je pense qu'Odile sera assez fière de moi d'avoir les réprimandes de l'Église, puisqu'elle les a eues pendant toute sa vie. Donc si le film qui raconte son histoire se fait aussi réprimander, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Juste une question, Samuel. Tu connais le nom de l'avocat? Non, pour nous c'est important. Oui, on pourra discuter. Si tu étais son nom. Bon, tu me le diras à l'oreille. La vaina. Ah, pardon. Bravo d'abord pour la présentation. Super, félicitations, tu le fais très bien, très bien. Ça fait un thriller, ça fait un film, vraiment. C'est vrai, il faut penser à ça. Comment est-ce que tu as tombé les-dedans? Comment est-ce que tu as tombé dans ce sujet de recherche? Pourquoi ça? Pourquoi le Chili, etc. Quelle est l'origine de tout ça? Justement, ce que je racontais tout à l'heure, l'origine de l'intérêt pour le Chili, c'était finalement une destination d'études dans le cadre d'un échange universitaire de 3e année de licence. Et c'est véritablement forcément l'expérience que j'ai vécue, oui, l'histoire que j'ai vécue au Chili et la découverte des carnets qui ont marqué toute la suite. Puisque finalement, comme je le disais, je ne suis pas allé au Chili avec la volonté d'étudier ou de travailler sur l'histoire des religieuses pendant la dictature. Et pour être honnête, c'était jamais un sujet qui m'avait intéressé par le passé, et j'ignorais aussi moi-même que des religieuses avaient pu jouer un rôle aussi important. Donc finalement, c'est quand j'ai découvert les carnets, et que finalement, comme le premier réflexe de tout le monde, j'ai tapé le nom Nadine Loubet sur Internet, et que je me suis rendu compte que la recherche ne donnait aucun résultat. Et quand j'ai tapé après religieuse contre la dictature de Pinochet et que la recherche ne donnait non plus aucun résultat, que je me suis dit que ça valait quand même beaucoup, que ça valait vraiment le coup de se lancer dans un projet qui rende d'abord visible le témoignage d'Odile à travers le documentaire. Et puis après, avec la diffusion de ce film et d'autres allers-retours au Chili, puisque ensuite derrière moi, la relation avec le Chili s'est aussi évidemment consolidée avec ce projet et en dehors par les allers-retours que j'ai pu faire là-bas. Ça m'a véritablement motivé à entreprendre ce projet auquel s'est joint ensuite donc un ami qui m'a accompagné dans le traitement de toutes les sources qu'on a pu retrouver à la fois en France et au Chili. Oui, ces échanges m'ont fait penser à deux choses. D'abord, j'ai rencontré un prêtre un jour qui avait été dans la baraque des prêtres à Dachau. Je ne sais pas si tu es au courant, des prêtres résistants qu'il y a eu pendant la résistance française. Il y avait une baraque spéciale pour eux que les nazis avaient aménagée à Dachau. Et ce bouquin, si je le retrouve, je te le donnerai. Il est passionnant parce que ça raconte la résistance de ces prêtres et qui peut-être ont donné des vocations religieuses, je ne sais pas. Et la deuxième chose que ça m'a rappelé, c'est que donc moi mon frère a été en camp pendant 5 ans en Uruguay, torturé et tout, et ça m'a rappelé qu'une des personnes, je crois la personne qui a le plus agi, qui nous a plus aidés, à part la CIMAD, c'était le père Bubu, le père Boignic, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était un prêtre extraordinaire et qui pendant 5 ans a été nous a soutenus, a fait des événements et plein de choses pour qu'on puisse parler
des disparus et des prisonniers. Voilà, donc ça m'a rappelé Boinic, voilà, le père Boinic. Nous avons encore 3 petites minutes pour une dernière question, une dernière réponse. Oui. Est-ce qu'elle parle dans ses cahiers de la relation qu'elle avait avec Dieu? Ah oui, elle parle, et c'est aussi pour ça que j'ai été particulièrement touché à la lecture, c'est que l'essentiel des carnets, elle s'adresse à Dieu en lui demandant finalement à la fois de lui porter secours, de porter secours aux personnes qu'elle côtoie, mais surtout elle exprime sa colère en lui disant mais pourquoi finalement, pourquoi toi tu permets tout ça? Pourquoi toi tu permets tout ça? Et c'est une question qui revient souvent dans ces carnets, et c'est vrai que en lisant les cahiers, donc le journal de Nadine, donc ces 2 carnets, et en travaillant sur cette mémoire, le fait de savoir que j'étais le premier lecteur et surtout finalement cette interpellation où elle parle finalement quasiment constamment à Dieu pour lui demander ce qui est en train de se passer, tout en relatant des événements historiques depuis sa perspective qui sont évidemment précieux quand on fait de l'histoire, ça a forcément beaucoup joué dans moi mon rapport à la source. Et c'est vrai que ces 2 carnets là-dessus ils sont assez formidables parce qu'ils sont, et je pense que c'est ce que j'ai essayé aussi à travers le film de mettre en avant, ça montre la profondeur de la foi, de la spiritualité de ces femmes, et en même temps ça montre assez bien aussi tout l'engagement qu'elle a eu quotidien pour défendre les personnes qu'elle a pu côtoyer et pour défendre toutes les personnes qui lui ont demandé de l'aide, que ce soit des responsables importants de l'unité populaire, des militants engagés ou non dans la lutte armée, des militants révolutionnaires ou non, socialistes, communistes, anarchistes, démocrates, chrétiens, mais en tout cas les personnes qui venaient toquer à sa porte, chiliennes ou non, étrangères ou pas, qui venaient lui demander de l'aide, ont pu compter sur Sœur Odile et sur son réseau. À l'époque, elle se faisait appeler Jeanne d'Arc, une des subtilités du récit que vous découvrirez dans le livre. Donc Jeanne d'Arc et son compère, le père Jean-Sébastien, en hommage à Bach, le père Jean-Sébastien, ont été d'une grande aide pour de nombreuses personnes. Et donc forcément, la connaissance de toute cette histoire et le fait qu'elle parle de manière aussi directe et aussi frontale à Dieu, c'est aussi quelque chose qui ne laisse pas indifférent au moment de la lecture, même sans partager la foi chrétienne. Bien. Merci beaucoup de votre présence. Au nom de l'association d'ex-prisonniers politiques chiliens vivant en France, je vous remercie à toutes et à tous, et vous serez invités bientôt le 13 novembre à une autre conversation avec un film et un livre d'Emilio Pacul, et j'espère que vous serez nombreux. Merci beaucoup et bonsoir. Merci.